Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Ebola toujours au cœur des préoccupations en République démocratique du Congo. Un troisième cas a été détecté hier. L'inquiétude des populations grandit, y compris au niveau des frontières, face à une épidémie qui défie les professionnels de santé depuis un an. Des dizaines de morts dans une attaque djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, alors que les tensions s'accentuent entre les autorités du pays et un groupe de chiites. Ici, aux États-Unis, les démocrates engagés dans la course à la Maison-Blanche continuent de faire valoir leurs arguments. 10 d'entre eux étaient à Détroit hier pour un débat où l'ancien vice-président Joe Biden a fait l'objet de nombreuses attaques. Bonsoir à tous. À la surprise générale ce matin, tous ceux qui voulaient traverser la frontière entre le Rwanda et la RDC ont été bloqués à Goma. Cette fermeture côté rwandais a pour un temps perturbé tous les trafics sur le poste frontalier le plus actif de la zone. Notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka, s'est rendu à la frontière rwandaise pour faire le point. En moyenne, c'est autour de 45 000 personnes qui passent par ici chaque jour dans les deux sens. Depuis l'annonce de la maladie à virus Ebola en RDC, les autorités congolaises ont installé des points de lavage des mains comme ici, à la petite barrière, l'un des passages utilisés par les petits commerçants de Goma et ceux de Gisenyi au Rwanda. Leur vie dépend de l'ouverture de cette frontière. Nous étions surprises ce matin en arrivant ici, voyant que la frontière est fermée. Il n'y avait même pas d'avertissement, pas de sortie ni entrée côté rwandais. Notre seul boulot, c'est de transporter les marchandises ici à la frontière. On nous dit que le motif de la fermeture serait Ebola. Heureusement pour tous ces gens, vers 13h, heure locale, le Rwanda a réouvert ses postes frontaliers avec la RDC via la ville de Goma. Une joie pour toutes ces femmes qui gagnent leur pain quotidien à cette frontière. J'étais là le matin, la frontière était fermée, nous avons tous été bloqués. Maintenant, j'ai de l'ouvrir, je dis merci aux autorités. Les autorités rwandaises ont ouvert la frontière Gisenyi-Goma en début d'après-midi, expliquant que l'arrêt momentané des échanges était motivé par le nouveau cas d'Ebola à Goma. Le matin déjà, Kinshasa évoquait une décision unilatérale de la part des autorités rwandaises. À Goma, la société civile, elle, a demandé aux autorités sanitaires d'impliquer toutes les couches de la communauté dans la lutte visant à mettre fin à cette épidémie. Pour parler de cette situation en RDC et ses répercussions dans les pays voisins, accueillons notre invité, Nikes Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kibel, bonsoir. Il me semble que nous devons avoir monsieur Nikes Kibel-Beloka au téléphone. Bonsoir. Voilà, quelques soucis avec la communication avec la RDC. Au Nigeria, pas moins de 25 soldats et plus de 45 combattants islamistes tués. C'est le bilan, sans doute encore provisoire, des combats intenses qui ont eu lieu dans le nord-est du pays entre les armées régionales et les djihadistes du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest qui a par ailleurs revendiqué l'attaque dans un communiqué authentifié par le groupe de surveillance djihadiste SIT où il affirme avoir tué 15 soldats et de fait état d'aucune perte dans les rangs. Il me semble que nous ayons actuellement donc Nikes au téléphone. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, merci d'être avec nous. On le disait tantôt, un troisième cas d'Ebola a été détecté hier et la peur d'une propagation de l'épidémie gagne les esprits.
Que doivent faire les acteurs concernés par la riposte contre Ebola pour rassurer les populations? Bon, les experts doivent revoir leur communication parce que le vrai problème, c'est celui-là, c'est le problème de la sensibilisation. Et il faut corriger la sensibilisation, il faut créer la confiance entre les équipes de la riposte et la population. Et comme il n'y a pas d'autre remède que la sensibilisation, afin que la population puisse respecter les règles d'hygiène. Voilà. À tous les niveaux, notamment, c'est laver les mains. Alors, la peur s'installe également au niveau des frontières. On l'a vu ce matin. Les pays voisins ont-ils droit de s'inquiéter? Par exemple, le Burundi, le Rwanda ou encore même l'Ouganda? Comme pour toute maladie mortelle, comme toute épidémie, il faut toujours craindre la contamination puis la propagation. Mais la décision des autorités rwandaises était excessive parce que dans chaque poste frontalier, et des postes officiels bien sûr, il y a des mesures de prévention qui sont installées. Et vous savez que nous avons des postes frontaliers officiels et des postes non officiels ou des pistes plutôt où des gens passent. On ne peut pas fermer deux postes officiels et ne pas fermer des pistes alors que le vrai problème se pose au niveau de la sensibilisation et du respect des règles d'hygiène. Alors voilà un an jour pour jour que l'épidémie Ebola a été déclarée. Est-ce que les mesures prises jusqu'ici par les autorités et les différents acteurs impliqués sont suffisantes? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? On a parlé de vaccination notamment. Bon, il y avait effectivement des failles à tous les niveaux, au niveau des autorités, au niveau des experts, mais aussi au niveau de la population, au niveau aussi d'une certaine classe politique qui, parce qu'on ne le dit pas assez, il y a des députés qui sont passés dire à la population de ne pas accepter toutes les consignes qu'on donnait. Donc il y a des failles partagées de part et d'autre. Maintenant qu'on a atteint les 1800 cas de décès, il faudrait que tout le monde conjugue afin que la population puisse redonner confiance aux équipes de la riposte, parce qu'il n'y a pas de solution. Je pense même que les vaccins ne servent à rien si la population adhère aux pratiques que les équipes de riposte donnent. Merci beaucoup, Nikez Kibel Beloka. Je rappelle que vous êtes directeur du journal Les Coulisses à Béni. Les tensions entre les autorités et un groupe de chiites musulmans nigérians s'accentuent après qu'un tribunal a autorisé la semaine dernière la qualification du mouvement islamiste du Nigeria d'organisation terroriste. Les forces de sécurité et ce groupe se sont affrontés dans les rues d'Abuja ce mois-ci lorsque les manifestants réclamaient la libération de leur chef Ibrahim el-Zakzaki, détenu après des affrontements meurtriers en 2015. Malgré une décision judiciaire ordonnant sa libération. Davantage dans ce reportage de Timothy Obiezou à Abuja, le récit est de Yacouba Ouedraogo. Les trois enfants de Maïmouna Daouda faisaient partie des plus de 350 musulmans chiites tués dans la ville de Zaïra en décembre 2015. Ils étaient membres du mouvement islamique du Nigeria, une secte conservatrice prônant l'application de la loi islamique. Les violences ont éclaté quand les membres du groupe ont tenté de bloquer un convoi militaire. L'armée a alors durement réprimé les manifestants. J'ai reçu un appel de ma fille disant que l'armée a tiré une balle dans son estomac et une autre dans la tête de sa sœur et mis le feu à la maison du leader où il se cachait. Quand j'ai appelé, je ne pouvais plus les contacter et ils ont brûlé en même temps que le bâtiment. Les autorités ont arrêté le leader de la secte Ibrahim el-Zakzaki et sa femme. Ils sont détenus depuis, malgré la décision de la Cour de les libérer. Les affrontements sporadiques entre leurs partisans et les forces de l'ordre ont fait des dizaines de morts. Ce gouvernement ne veut pas libérer Cheikh Ibrahim Zakzaki. Ils veulent sa mort. Comme ils ont essayé de le tuer dans sa maison et que Dieu n'a pas permis cela, maintenant ils le maintiennent en détention. En face, les policiers accusent le mouvement islamique. Nous avons vu des manifestants lancer des attaques contre des policiers qui faisaient leur travail. Zakzaki fait face à des accusations de meurtre pour la mort d'un soldat tué dans les affrontements de 2015.
Il a fondé le mouvement islamique du Nigeria dans les années 1970 et se targue d'avoir 2 millions de membres. Au Mozambique, le président Filipe Nyusi et le chef de l'ex-mouvement rebelle de la Renamo, Oussoufo Momade, ont signé ce jeudi un accord de paix historique destiné à mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et la formation rebelle devenue principal parti d'opposition. La cérémonie retransmise par la chaîne de télévision nationale s'est déroulée dans le bastion de la Renamo, dans la région montagneuse de Korongoza, dans le centre du pays. Cet accord de paix intervient 27 ans après la fin de la première guerre civile. Le pouvoir change de main en Mauritanie. La prestation de serment de l'ex-général Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui succède à Mohamed Ould Abdelaziz, a eu lieu ce jeudi. M. El Ghazouani, élu lors de la présidentielle du 22 juin, avec l'appui sans faille de son prédécesseur et mentor au pouvoir depuis 11 ans, a été investi président de la République islamique de Mauritanie par le chef du Conseil constitutionnel lors d'une cérémonie dans un centre de congrès proche de Nouakchott. Le pays a ainsi vécu son premier passage de relais de son histoire entre deux présidents élus. La Mauritanie a été secouée par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Ici, aux États-Unis, 10 autres candidats prétendant à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 se sont retrouvés hier à Détroit pour un débat. Un débat où plusieurs thèmes ont été abordés, allant de l'immigration au système d'assurance maladie en passant par la race. Un débat qui a aussi révélé les lignes de fracture idéologique au sein du parti. Mais au cours de ce débat, c'est l'ancien vice-président américain Joe Biden qui a été au centre de toutes les attentions. Face à ses adversaires qui n'ont pas manqué de l'attaquer, Biden n'a pas tardé à contre-attaquer dans ce second débat libre, illustrant sa grande capacité à vaincre le président Donald Trump l'année prochaine. Faisons le point dans ce reportage de Jim Malone. Le récit est d'Irénée Herman Ombo. Ce fut un débat houleux entre les prétendants démocrates à la présidentielle américaine de 2020. Grand favori, l'ancien vice-président Joe Biden a essuyé de nombreuses attaques de ses rivaux, dont celle de Kamala Harris, sénateur de la Californie, notamment sur son programme de santé, d'immigration, de lutte contre le changement climatique et de justice pénale. Pour être très franc et très direct, vous ne pouvez pas battre le président Trump avec un double discours sur ce plan. Donc, je crois que vous devriez mieux penser à ce que vous dites. Mais réfléchissez. Sachez que les Américains veulent avoir accès aux soins de santé et ne veulent pas que les coûts les empêchent d'y arriver. Sur la question de l'immigration, Joe Biden n'a pas pu convaincre ses adversaires, notamment l'ancien ministre d'Obama, Julian Castro, qui estime qu'il faut décriminaliser la traversée de la frontière par les migrants. Si vous traversez la frontière illégalement, on doit pouvoir vous refouler. C'est un crime. Tout d'abord, monsieur le vice-président, il semble que l'un d'entre nous a appris les leçons du passé et l'autre pas. Le sénateur de New York, Kirsten Gillibrand, a, elle, voulu mieux comprendre des propos antérieurs de Joe Biden au sujet des femmes dans leur lieu de travail. La plupart des femmes doivent travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Beaucoup de femmes veulent travailler pour subvenir aux besoins de leur communauté. Soit vous ne le croyez pas encore aujourd'hui, soit il y a un problème avec ce que vous vouliez dire à l'époque. J'ai été très impliqué dans les amendements favorisant l'égalité de rémunération. Je suis venu avec la proposition « c'est à nous » pour que les femmes soient traitées plus décemment sur les campus universitaires. Vous êtes venu à l'université de Syracuse avec moi et vous avez dit que c'était passionnant de se soucier que les femmes soient traitées sur un pied d'égalité. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Quand ils ne s'attaquaient pas entre eux, ces démocrates s'en prenaient au président Trump. Joe Biden a même repris certains commentaires controversés de Trump sur la diversité raciale. Le prochain débat démocrate aura lieu en septembre, certainement avec moins de prétendants sur le plateau, en raison de la rigueur des règles de qualification. Vous êtes sur VO Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Yali 2019, l'heure des bilans. Mais en venant ici, ça m'a tout changé. J'ai beaucoup appris. J'ai été vraiment impressionné. Et là, j'ai beaucoup profité. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est d'aller dans les entreprises américaines, voir comment ils évoluent, comment ils travaillent. Les participants à ce programme arrivent en fin de ce jour après avoir passé 6 semaines aux États-Unis. Ils partageront leur expérience avec nous dans un instant. Après 6 semaines d'échanges culturels et académiques aux États-Unis, les participants au programme Yali 2019 font le bilan des connaissances acquises au cours de cette expérience unique en son genre. La Young African Leaders Initiative, lancée en 2010 par Barack Obama, est un programme du département d'État américain dont l'objectif est de permettre aux jeunes leaders africains de venir aux États-Unis pour mûrir un projet professionnel ou civique à travers des cours théoriques, des ateliers de formation au leadership et des rencontres. Dili Diko nous en dit plus. Cette année, le programme accueillait près de 700 jeunes leaders venus de toute l'Afrique subsaharienne. Ils étaient 38 000 à candidater pour participer à l'édition 2019 de la Young African Leaders Initiative. Réunis pour une semaine de sommet dans la capitale américaine, ils reviennent tout juste de 5 semaines d'échanges académiques passés dans des universités américaines. Chaque participant est orienté vers une université dont le programme s'insère dans son projet mené dans son pays d'origine. Christ Mendela est un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Il a effectué son échange à l'université d'Oklahoma dans la ville de Stillwater. Nous avons rencontré beaucoup de personnes dans le domaine de l'agriculture. Et dans le programme à Stillwater est organisé conjointement avec l'école de l'agriculture et l'école de l'entrepreneuriat. Nous avons pu interagir avec les deux entités. Nous avons rencontré beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'agriculture là-bas. Et aussi, il y a le Rotary Club de Stillwater qui nous a vraiment aidés. C'était un programme excellent. 15 nationalités étaient représentées là-bas à Stillwater. 25 personnes, 25 jeunes africains étaient là-bas. Au cours du programme, les Yali participent à des tables rondes et à des ateliers thématiques axés autour de 3 domaines: l'engagement civique, la gestion publique et les entreprises. Leur séjour est également ponctué de visites et de rencontres avec des leaders américains, des secteurs privés, publics et des ONG. Cette expérience leur permet de peaufiner leurs projets en élargissant leur réseau de contacts et en trouvant ou en adaptant des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Je pense que le programme est vraiment bien, du fait que le gouvernement américain fasse venir les jeunes leaders africains qui tentent d'apporter des changements dans leur communauté d'une façon ou d'une autre. De plus, le fait que nous sommes un groupe de personnes venant de différents pays et de différents secteurs avec différentes expériences nous permet de fédérer nos idées. Et même, lors des sessions de travail, certaines de nos interrogations, les questions que l'on se pose, trouvent des réponses chez les autres participants. C'est vraiment intéressant de voir que parfois il faut chercher les réponses parmi ses pairs, faire de l'introspection au sein du groupe, car parfois tout est déjà à l'intérieur. Yali est donc non seulement l'occasion de partager avec les professionnels et les académiciens américains, mais également une opportunité pour les jeunes leaders africains d'apprendre les uns des autres. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 jeunes dames qui prenaient donc part à cette édition de Yali 2019. Il faut dire que depuis 2014, Maïmouna, pas 2014, je veux dire depuis 2014, il y a eu près de 4000 jeunes Africains qui sont venus ici aux États-Unis. Alors j'ai Corinne, j'ai Maïmouna et j'ai Fatoumata, c'est bien cela? Exact. Je commence par vous, Corinne. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aux États-Unis et quel aura été pour vous le fait le plus marquant de ce séjour? Alors, merci déjà de nous recevoir. Pour moi, franchement, c'est un honneur d'être ici parce qu'en tant que jeune Africain, connaissant les situations de nos différents pays, nous n'aurions peut-être jamais imaginé être ici aujourd'hui en train de vivre cette expérience. Pour moi, le Yali est
une opportunité qui m'a ouvert les yeux sur le potentiel qu'on a en Afrique. Parce que malheureusement, étant là-bas, nous nous disons que la solution de nos problèmes est ailleurs. Mais une fois ici, ce programme nous permet de nous refocaliser sur nous-mêmes et de nous rendre compte que le potentiel est là-bas. On était parmi 700 jeunes leaders qui font déjà des choses dans leur pays et qui font de grandes choses. Donc on se rend compte que nous avons des partenaires et il fallait juste nous ouvrir les yeux. Le fait le plus marquant pour moi a été le premier jour, au cours d'une activité toute simple, le Leadership Challenge, où nous étions sur des cordes à plus de 30 mètres de haut, où moi, une jeune africaine qui n'aurait jamais imaginé être là, voilà. Ayant un problème au pied, au début j'avais tellement peur, je me disais je ne peux pas, j'ai mal, j'ai des douleurs. Mais il y a une voix dans ma petite tête qui m'a dit non Corinne, tu n'auras peut-être plus jamais l'opportunité de faire le high ropes course, so vas-y. Alors je me suis Et vous êtes parti. Et la leçon que j'ai tirée de cette activité est qu'il suffit de poser le premier pas. Alors, il faut poser le premier pas. Maïmouna, vous venez de Guinée. Oui. Vous êtes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous rentrez en Afrique, la tête pleine d'idées. Oui. Qu'est-ce que vous irez faire? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre manière de travailler? Déjà, je vais rejoindre Corinne. C'est une grande expérience de participer au YALI. Vraiment, on est vraiment ravis que le gouvernement américain nous ait offert cette opportunité. C'est une grande expérience. Comme vous avez dit, on a appris beaucoup de choses et on a fait beaucoup de contacts on a créé des contacts avec des jeunes leaders africains. Donc, une fois en Guinée, ce que je compte vraiment faire, c'est d'intégrer les nouvelles technologies dans le domaine alimentaire. C'est de construire dans mon pays un entrepôt d'aliments. Parce que je vois que vraiment dans mon pays, on n'a pas un entrepôt d'aliments digne du nom. Vraiment, donc, pourquoi ne pas intégrer cette nouvelle technologie? Parce que du jour au lendemain, la technologie, ça évolue. Et vraiment, on constate des pertes d'aliments. En Afrique, on a vraiment des pertes d'aliments qui sont là directement. Quand il y a une surproduction, les agriculteurs n'ont pas un endroit sain pour pouvoir stocker leurs aliments. Donc, sur ce coup, on remarque beaucoup de pertes. Donc, pourquoi ne pas construire un entrepôt d'aliments qui en vaut le coup pour aider ces agriculteurs à stocker ces aliments, que ce soit les tomates, que ce soit les tubercules. Et afin de les conserver le plus longuement possible. Le plus longuement possible. Fatoumata, excusez-moi, vous êtes dans le domaine de la mode, vous apprenez encore. Sans doute que vous allez vouloir lancer des projets demain. Mais le plus difficile quand on est jeune en Afrique, quand on veut lancer un projet, c'est d'avoir des financements, c'est d'avoir le support, le soutien du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à ceux qui s'intéressent, aux jeunes leaders de demain que vous êtes? Ok, pour commencer, je voudrais d'abord parler de ce que je fais. Je fais de l'artisanat, je fais des accessoires en pain tels que des sacs, des bracelets, des colliers, etc. etc. Et j'ai commencé à partir de mes propres moyens. J'ai commencé avec vraiment une somme très petite. Et j'ai commencé à faire des boucles d'abord, des colliers, etc., etc., parce que ça ne demandait pas assez de moyens. Et je me suis lancée. Donc, ce que je vais conseiller aux jeunes, c'est de ne pas attendre l'aide du gouvernement, c'est de ne pas attendre l'aide d'autres institutions, c'est de commencer petit. Et surtout aussi, accepter de travailler avec les autres. Parce que quand on travaille avec les autres, on a l'opportunité de créer d'autres relations qui pourraient nous ouvrir d'autres portes aussi. C'est le réseautage surtout, c'est très important. Alors, vous parlez de réseautage. Corinne, vous êtes venue ici, il y avait plus de 700 jeunes Africains. Est-ce qu'il y a eu entre vous, jeunes Africains, des réseaux ou des réseautages qui vous permettront peut-être aussi d'engager des collaborations dans différents domaines? Bien sûr. Moi, je suis dans le domaine de la coiffure et de la cosmétique. Donc, je fais des produits cosmétiques pour les cheveux, pour les femmes noires. Cosmétique, c'est le nom de votre entreprise? Mon entreprise, c'est Viva Black. On est dans la promotion de l'identité noire sous toutes ses dimensions. Et Viva Black redonne à la communauté, à travers le projet Bambou, Soit excellent pour l'Afrique, qui met en place une formation d'1 an, une incubation en entreprise et du mentorat pour des jeunes défavorisés, des jeunes femmes défavorisées et des jeunes hommes aussi, afin qu'ils puissent transformer leurs dons en source génératrice de revenus. Alors, en termes de réseautage, dans mon domaine, forcément, j'ai besoin de la technologie, j'ai besoin de la formation en termes de gestion de formation.
Donc, dans les différentes cohortes, dans les différentes universités, il y a des gens qui sont dans tous ces domaines-là, avec qui on a déjà commencé à travailler. Et le département d'État nous offre la possibilité d'agrandir ces réseaux. Maïmouna, qu'est-ce que vous avez pu retenir des autres jeunes américains cette fois, ici? Comment vous les voyez comparer, quand vous faites une comparaison avec les jeunes en Afrique? En Afrique. Ça, c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas parler de l'Amérique en général parce qu'on a vécu en Atlanta et ici à Washington, on a fait seulement 3 jours. Mais Atlanta, ce que j'ai adoré là-bas, c'est que la majorité de la population est noire, comme nous. Donc, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'ils soient rattachés à leur culture, comme ils appellent l'Afrique de Madeleine. Quand ils nous voient, ils sont vraiment ravis de nous voir et ils veulent en savoir plus sur l'Afrique. Donc, ils sont intéressés, ils nous posent des questions. Ce que je ne pensais pas vraiment, ça allait être comme ça, parce qu'avant, on est en Afrique, on regarde la télévision, on pense qu'ils ne sont pas du tout intéressés à savoir ce qui s'est passé. Et donc, avant ils ont appris à travers vous. Ils ont appris à travers nous. Très rapidement, je vais finir par Fatoumata. Vous êtes une dame et c'est un plaisir d'avoir que les dames ici. Un petit conseil en quelques secondes aux jeunes filles qui ont peur parfois d'entreprendre. Ok, ce que je vais dire aux jeunes filles, c'est d'oser parce qu'elles ont du potentiel. Mais tant qu'elles ne commenceront pas, elles ne pourront pas le savoir. C'est juste de se lancer. Moi, j'ai osé. Voilà. Vraiment, j'ai jeté la peur de l'autre côté et j'ai commencé. C'est ce que je vais leur conseiller. Et c'est avec ce conseil que nous allons nous quitter. Revenez nous voir quand vous mettrez en place vos projets. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.